Je vais aller relativement rapidement au début sur les antécédents, les crises précédentes qui, à mon avis, sont importantes pour revenir sur les crises précédentes qui sont les signes annonciateurs de la crise actuelle. Je voudrais parler d'une crise en particulier pendant les années 1980, le krach de 1987, 3 crises dans les années 90, la crise japonaise, mexicaine et asiatique, et puis plus près dans le temps, dans les années 2000, la bulle .com et la crise des subprimes. Et en évoquant à chaque fois ces événements, je voudrais faire ressurgir une idée ou une origine, si vous voulez, pertinente pour la crise actuelle. Donc pour résumer, je vais prendre un point de vue qui va peut-être vous paraître trop simpliste, mais il me semble que dans un premier ordre, la crise actuelle a des origines relativement simples et des origines connues, c'est-à-dire une bulle spéculative dans l'immobilier, peut-être spécifiquement pour cette crise facilitée par une certaine innovation financière, je vais revenir là-dessus, accompagné d'un endettement excessif du côté à la fois des acquéreurs de biens immobiliers et du côté des banques qui prêtent aux nouveaux propriétaires. Donc il me semble que c'est vraiment les origines de premier ordre de la crise actuelle. Bon, plus particulièrement, plus spécifiquement pour notre crise de 2007 et 2008, il y a ce développement un peu mystérieux de ce qu'on appelle le shadow banking. C'est le développement de la titrisation, le rôle important des banques de marché, des banques d'investissement, qui a fragilisé le secteur bancaire encore plus et qui a amplifié les effets de la crise. Les points les plus importants que je soulèverai, c'est les mauvaises incitations créées par le shadow banking dans la décision de prêter à des emprunteurs peut-être trop risqués. Deuxièmement, la protection, l'absence de protection dans ce secteur contre les paniques dans le marché interbancaire. Je reviendrai sur tous ces points, donc si ça ne vous paraît pas clair, j'élaborerai plus tard. Troisièmement, les conflits d'intérêts dans les agences de notation financière. Quatrièmement, les objectifs de court terme des traders, dont on a beaucoup parlé. Et puis, dernièrement, je voudrais évoquer, je n'aurai pas le temps de parler beaucoup sur cet aspect, mais il y a une part importante des causes de multiples crises financières, en particulier celle qu'on vient de traverser, qui sont des causes, si vous voulez, institutionnelles, des mauvaises régulations d'une part, et des influences politiques néfastes d'autre part. Donc j'élaborerai sur ces sujets un peu par la suite. Je voudrais commencer par un graphique, je crois qui est peut-être connu de certains d'entre vous, qui résume un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est un graphique qui est tiré d'un article que vous voyez en bas. Et ce qui est important dans le titre de cet article, c'est qu'une crise bancaire, c'est une menace à opportunité égale. Et c'est un peu à nos dépens ce qu'on a appris avec cette crise. Un des aspects de cette crise, c'est qu'on pensait que des crises majeures où l'ensemble du système financier explose, est en faillite, c'est des crises réservées aux pays émergents, des crises réservées à l'Amérique latine, peut-être aux pays asiatiques, peut-être au Japon, mais des crises qui ne se produiront pas chez nous, qui ne se produiront pas aux États-Unis. Eh bien, on a appris que, malheureusement, ces crises peuvent arriver partout dans le monde, dans n'importe quel pays. Personne n'est à l'abri.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous voyez que pendant toute une période, il n'y a pratiquement pas de crise dans le monde entier. Une période plate, la période qui a suivi la Grande Dépression, qui a créé un faux climat de confiance. Alors, on voudra comprendre pourquoi on a eu cette période plate. Il y a beaucoup de raisons. On a mis en place des protections, des régulations pendant la grande crise qui ont beaucoup stabilisé le monde financier et les systèmes bancaires. Et puis, dans le courant des années 70, les années 80, on a commencé à dire peut-être que ces régulations sont trop pesantes, sont inutiles, sont dues à un héritage de la grande crise. On a peut-être mis en place des protections trop sévères. Et donc on a eu une période de dérégulation et une période de libéralisation. Et je voudrais beaucoup insister là-dessus. La dérégulation et la libéralisation, évidemment, ont facilité le retour des crises bancaires. Alors, je voudrais commencer par le krach de 1987. C'est un krach qui a sa cause à la fois dans la dérégulation et dans l'innovation financière. Et un aspect qui a été important dans la crise actuelle. L'innovation financière, c'est ce qu'on appelle l'assurance de portefeuille. L'assurance de portefeuille, c'est une idée très simple. C'est si vous achetez des actions et vous pensez que vous prenez trop de risques, ce que vous pouvez acheter aussi, c'est une protection que le prix de vos actions ne baissera jamais en dessous d'un certain plancher. L'assurance de portefeuille. Comment on fait ça? Eh bien, on met en place un ordre de vente sur le marché à terme. Si le marché courant baisse trop, on met en place un ordre de vente sur le marché à terme. C'est très simple. L'idée est très simple, l'implémentation est plus compliquée. Donc il y a eu un fonds qui a joué un rôle très important dans les années 80, le fonds de Leland, O'Brien et Rubinstein, qui a vendu cette assurance de portefeuille à des fonds d'investissement au Japon, aux États-Unis. Ça a eu énormément de succès, il y a eu beaucoup d'engouement, et la part des portefeuilles assurés de cette manière a cru au cours du temps. Et alors ce qui s'est passé en 87, c'est qu'il y a eu un choc exogène sur l'indice courant de la bourse de New York. Ça a provoqué des ventes automatiques sur l'indice à terme, sur le marché à terme, par l'assurance de portefeuille, qui a fait baisser le prix de l'indice à terme. Et ensuite, par les mécanismes d'arbitrage entre l'indice à terme et l'indice courant, ça a provoqué un effet de feedback sur l'indice courant, une baisse de l'indice courant. Évidemment, l'indice courant baissant, il y a eu encore plus de ventes sur l'assurance de portefeuille. Le problème, c'est que personne ne savait quelle était la part des ventes qui était due à, en fait, une vente automatique due à l'assurance de portefeuille. Et quand les gens ont vu beaucoup d'ordres de vente et une baisse de l'indice à terme, ils ont pensé qu'il y avait des anticipations à une crise. Et ça a provoqué en fait une crise assez gigantesque, totalement imprévue, totalement surprenante. Donc le vendredi 16 octobre, l'indice Dow Jones a chuté de 4,6%. C'est toujours mauvais quand un indice chute un vendredi, comme ça. Donc il y a eu un week-end, et puis le lundi, les marchés ont rouvert et le Dow Jones a chuté de 22,6%, à tel point qu'on ne pouvait plus exécuter les ordres de vente. Donc il y a eu interruption des échanges. Et puis il y a eu une chute encore plus importante de l'indice à terme, de 2 mois, ce qui a empêché l'assurance de portefeuille de fonctionner. Finalement,
on était au bord d'une crise absolument catastrophique. On a évité une crise catastrophique en 87 d'un cheveu. Parce que, en fait, le volume des transactions était tel et la baisse des prix était tellement forte que la chambre de compensation du marché à terme, donc le Chicago Mercantile Exchange, n'était plus capable d'assurer le netting, ce qu'on appelle le netting, et donc n'avait plus de fonds disponibles pour exécuter les ordres de vente. Il a fallu, bon, je ne veux pas aller trop dans le détail, il a fallu pratiquement un miracle pour que cette chambre de compensation soit sauvée et qu'on évite une crise vraiment gigantesque. Je passe maintenant aux crises des années 90. Alors il y a toute une liste, je ne vais pas parler de toutes les crises. Je vais d'abord rapidement parler d'une crise qui est particulièrement pertinente, la crise des sociétés de crédit immobilier aux États-Unis dans les années 90, le Savings and Loans. Ensuite, je vais parler de la crise japonaise, la crise mexicaine et la crise asiatique. Alors, la crise des Savings and Loans, donc des sociétés de crédit immobilier aux États-Unis dans les années 90, c'est très important cette crise, parce qu'elle révèle une faiblesse tout à fait fondamentale et naturelle, une fragilité naturelle de tous les systèmes bancaires. Mais c'est une faiblesse qui est amplifiée dans les prêts immobiliers. Et la faiblesse vient du fait que ces banques ou ces sociétés de crédit immobilier, elles empruntent à court terme, par l'intermédiaire de dépôts, dépôts courants ou dépôts d'épargne. Donc elles empruntent à court terme à taux variable et elles prêtent à long terme, en moyenne à un horizon de 15 ans, à taux fixe. Et ça crée une instabilité énorme. Parce que quand le taux d'intérêt, par exemple, augmente, il faut payer les déposants plus, donc le passif augmente. Mais l'actif automatiquement diminue parce que l'actif est actualisé. Il est actualisé à des taux d'intérêt plus élevés. Et donc, comme vous voyez pour la formule, vous voyez le R est au dénominateur. Quand le R augmente, la valeur baisse. C'est aussi simple que ça, la valeur actualisée baisse. Et donc, du simple mouvement des taux d'intérêt, on peut passer d'un système ou d'une institution bancaire qui est solvable à une institution qui est insolvable. Donc, il y a un risque sur les taux d'intérêt énorme et qui fragilise toujours tous les systèmes bancaires. Donc comment est-ce qu'on fait face à cette fragilité? Eh bien, on met en place des régulations, des politiques de régulation, de surveillance du système bancaire. Le problème avec la crise des sociétés de crédit immobilier, c'est que les régulations étaient très mauvaises. On a permis à des sociétés insolvables de continuer à opérer, continuer à prêter, continuer à obtenir des fonds sur les comptes de la part des déposants en augmentant leur taux d'intérêt à court terme. On les a autorisés à prendre des investissements de plus en plus risqués. Et c'est une crise qui s'est prolongée sur 10 ans et qui finalement on a fait face à cette crise qu'au début des années 90, après l'élection du premier président Bush. Mais pendant 10 ans, le Congrès, tout le système politique américain n'avait qu'une chose en tête, sauver ces sociétés, les renflouer, les laisser prendre plus de risques, et donc on a amplifié énormément du coup la crise. Deuxième crise des années 90 qui a un enseignement important pour aujourd'hui, c'est la crise japonaise. La crise japonaise, bon, on peut la résumer simplement. D'abord, il y a eu une très forte croissance économique après-guerre. Il y a un taux d'épargne très élevé au Japon, donc une épargne qui cherchait des véhicules d'investissement, qui cherchait des titres dans lesquels investir.
En même temps, il y avait des taux d'intérêt très faibles. Ça a donné lieu à une bulle spéculative pendant les années 80, surtout dans l'immobilier. Et cette bulle spéculative a donné lieu à une expansion du crédit gigantesque. Puisqu'évidemment, bon, les ménages, maintenant, ils devaient emprunter beaucoup plus pour pouvoir payer le prix du même appartement. Et tout s'est terminé finalement à la fin des années 80, quand la Banque centrale japonaise était trop anxieuse des risques sur la bulle et a commencé à augmenter les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, on a eu ce phénomène. Comme vous voyez en bleu, c'est l'évolution du Nikkei qui, à la fin des années 80, était de l'ordre de avait atteint à peu près 40 000 points. Le Nikkei, aujourd'hui, il est en dessous de 10 000 points. Je voudrais que vous reteniez ces chiffres parce que tout à l'heure, on va comparer au Dow Jones. Et puis, vous voyez l'évolution d'un indice de prix dans l'immobilier, dans les 6 plus grandes villes du Japon. C'est un cheminement tout à fait similaire. Donc, le Japon nous a déjà montré ce qu'on pouvait faire chez nous. Je continue avec la crise mexicaine et par la suite la crise asiatique. Là, il y a un phénomène un peu différent, mais qui, malgré tout, est important pour comprendre la crise actuelle. C'est le phénomène des taux de change fixes. Donc, je vais rapidement expliquer comment la crise s'est produite. Donc, le Mexique avait un régime de taux de change fixe. Il y avait, par ailleurs, un déficit des comptes courants et un déficit budgétaire assez important. Des taux d'intérêt faibles, en partie à cause d'élections importantes qui devaient avoir lieu. Donc le gouvernement ne voulait pas ralentir l'activité économique avant les élections. En même temps, le gouvernement a cru bien faire en échangeant la dette en devises mexicaines, en pesos, contre la dette en dollars. Évidemment, sur papier, on a l'impression que la dette diminue, puisque le taux d'intérêt en dollars est moins élevé que le taux d'intérêt en pesos. Mais évidemment, le problème, c'est si jamais il y a une attaque sur le peso, c'est un gros problème. Parce que s'il y a une dévaluation, la dette en dollars est beaucoup plus difficile à rembourser. Et c'est ce qui s'est produit au Mexique. Il y a eu une dévaluation pratiquement de 50% en une semaine. Et donc, au bout d'une semaine, le Mexique était insolvable. Et on a fait face à cette crise avec un renflouement du Fonds monétaire le plus important de toute l'histoire du Fonds monétaire jusqu'à cette date, de 50 milliards de dollars. Et c'est là que les premiers débats ont commencé sur les effets de ce genre de renflouement, sur le risque moral des prêteurs et des emprunteurs. Donc une autre leçon importante pour la crise d'aujourd'hui. La crise asiatique 97, c'est pratiquement, on recommence le Mexique plusieurs fois, mais dans d'autres pays. C'est pratiquement le même scénario, la Thaïlande, que ce soit la Thaïlande, l'Indonésie, la Corée du Sud. Le scénario est à peu près le même. Taux de change fixe, libéralisation des marchés des capitaux, expansion du crédit financé par des prêts en dollars, crise de change, accompagnée de fuite de capitaux, mène à une dévaluation et du coup à une crise bancaire, puisque évidemment les banques dans tous ces pays avaient emprunté en dollars. Une fois que la devise était dévaluée, les banques ne pouvaient plus rembourser leurs prêts. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, le premier pays à avoir lâché sa devise, c'était la Thaïlande. Eh bien, en dévaluant, la Thaïlande a exporté sa crise. On peut penser aujourd'hui la situation, même chose, États-Unis versus Europe, avec la dévaluation progressive ou la dépréciation progressive du dollar.
Donc la Thaïlande a exporté sa crise, évidemment. L'Indonésie, qui était considérée comme étant un pays très sûr, a été touchée. Et ensuite, la Corée du Sud, un pays encore plus sûr, a été touché. D'autres pays ont eu des attaques, mais ont su y résister. Donc il y a une spirale négative. Et cette spirale, elle a continué jusqu'à fin 98, quand on a réussi, enfin, le Fonds monétaire a réussi à faire un très gros sauvetage du Brésil. Il y avait une attaque sur le Brésil. Et c'était la fin de cet épisode. Bon, ce qu'on retient ici, c'est que il faut essayer d'éviter d'emprunter en devises étrangères. Ça multiplie les risques. Mais malheureusement, c'était une leçon qu'on n'a pas bien entendue. Par exemple, tous les pays d'Europe de l'Est ont emprunté en euros et en francs suisses. Très fortement. Les pays, la Lettonie, les pays insolvables, on les a laissés emprunter en euros et en francs suisses. On n'aurait pas dû les laisser emprunter avec des devises étrangères. Je termine ce tour d'horizon des crises des années 90 avec la chute de LTCM. Évidemment, LTCM, c'est, si vous voulez, c'est l'équivalent de Lehman Brothers d'aujourd'hui, mais à une échelle 10 fois moins importante. C'était le plus grand fonds spéculatif à l'époque, LTCM. Et la faillite de LTCM, on a jugé que les répercussions systémiques seraient trop importantes pour laisser cette faillite se produire comme on a laissé Lehman faire faillite. Et donc la Fed est intervenue et a sauvé LTCM. Donc LTCM, c'était, si vous voulez, vous pouvez commencer par le bas là, c'était vraiment l'élite de l'élite de la finance. Il y a 2 prix Nobel qui étaient partenaires dans le fonds. Ils faisaient des choses relativement sophistiquées d'un point de vue statistique, d'un point de vue d'exécution de stratégie d'arbitrage, mais ce n'était pas non plus extrêmement sophistiqué. Et l'idée était relativement simple, c'était d'exploiter ce qu'on appelait des différences d'exploiter ce qu'on appelle le convergence trade, c'est-à-dire les transactions de convergence, c'est-à-dire exploiter des différences de prix temporaires entre deux actifs qui sont essentiellement identiques. Donc prendre une position à découvert sur l'actif qui a un prix plus élevé et faire le contraire sur l'actif qui a un prix moins élevé, et puis on attend jusqu'à ce que l'actif arrive à maturité et on fait un gain d'arbitrage. C'est une stratégie relativement simple. Elle rapporte gros quand on a un effet de levier très important. Et LTCM, comme d'ailleurs tout le monde financier au monde, avait parié que le Fonds monétaire sauverait la Russie. Et donc tout le monde a été pris par surprise quand on a lâché la Russie. Et ça crée une panique à court terme, donc une fuite vers la qualité. Et évidemment, la fuite vers la qualité, ça veut dire que les prix des obligations les plus sûres, les plus liquides, augmentent, et les prix des obligations moins sûres, moins liquides, diminuent. C'est exactement le contraire de la convergence. Et LTCM s'est trouvé face à un scénario complètement contraire à ce qu'ils ont anticipé, et ils n'avaient pas le capital pour faire face pour maintenir ces positions. Donc ils ont fait faillite. Je passe maintenant aux années 2000. Les 3 grands événements des années 2000, c'est la bulle .com, la crise argentine et évidemment la crise des subprimes. Je ne vais pas parler de la crise argentine parce que je ne vais pas avoir assez de temps, mais je vais brièvement parler de la bulle .com et ensuite je passe au subprime. Ce qui est intéressant, c'est que au départ, comment est-ce qu'elle est arrivée, cette bulle des dot-com? Eh bien, au départ, la bulle des dot-com a été créée par
la politique monétaire, la réaction des banques centrales pour faire face à la crise asiatique. Avec la crise asiatique, les banques centrales du monde entier ont pris peur et ont décidé qu'il faut baisser les taux d'intérêt, il faut donner beaucoup de liquidités aux banques pour essayer de sortir de cette crise. Mais le succès d'avoir évité une catastrophe en 98 a engendré une nouvelle bulle. Et à nouveau, c'est un signe annonciateur sur ce qui est en train de se produire aujourd'hui. La nouvelle bulle, c'était les dot-com. Elle a commencé en fin 98 et elle a éclaté en 2001. Donc des taux d'intérêt très faibles, capacité d'emprunter accrue, donc expansion du crédit énorme, crédit pour financer l'achat d'actions dans les nouvelles sociétés cotées sur l'Internet. On a parlé de paradigme de nouvelle économie, c'est un truc classique dans les crises, ou dans les bulles qui précèdent les crises, on trouve toujours que le monde est différent. On a parlé de plus forte croissance de la productivité, et à l'époque, il y avait des prédictions que le Dow Jones atteindrait, donc en 2000, il y a un livre très populaire qui expliquait que le Dow Jones atteindrait 36 000 points. Vous voyez, donc 36 000 points, c'est 40 000 avec le Nikkei. Évidemment, le Dow Jones aujourd'hui, il est à 10 000. Donc, juste pour faire une digression, il faut se rendre compte de l'ampleur de la crise japonaise. Le Dow Jones était à 40 000 à la fin des années 80, et il est aujourd'hui en dessous du Dow Jones. C'est colossal comme perte de valeur sur une période très très longue. Donc voilà la bulle spéculative des dot-com. Donc ceci vient d'un article que vous voyez en bas là, de Offek et Richardson. Ce qui est en rouge, c'est un indice des prix de toutes les compagnies, style Amazon, style Yahoo, qui ont été cotées et qui ont obtenu des cotes absolument extraordinaires pendant les 2 dernières années. Vous voyez 99-2000, et puis vous voyez le crack, d'abord très soudain, et puis ensuite qui a continué jusqu'à fin 2001. En Europe, on a eu la même chose, ce n'était pas juste sur Nasdaq. En Europe, il y a eu des marchés entiers de nouvelles technologies, donc le marché en Allemagne, le Neuer Markt, qui a fermé. Il y a une bulle spéculative sur ce marché, et le marché n'existe plus aujourd'hui. Donc ce sont quand même des phénomènes très répandus et importants. Ce qui m'amène donc à la question, est-ce qu'on peut parler d'origine commune à toutes ces crises? Quelle est l'origine de ces crises? Et ici, je vous recommande, il doit y avoir une traduction française, mais je ne l'ai pas repérée. C'est un classique, donc certainement en anglais, un classique de Charles Kindleberger, qui fait un historique complet, plus ou moins complet, de toutes, ce qu'il appelle les manies, paniques et cracks, de toutes les crises depuis le XVIIe siècle. C'est assez dense à lire, mais c'est très instructif. Et donc, moi, je vais m'appuyer pas mal sur cette analyse pour appuyer des conclusions similaires. Alors, ici, j'ai une citation de Robert Solow, je n'ai pas pu résister à vous donner, qui est donnée dans le livre. Donc, je vous la lis en français. Lorsque des flux énormes de capitaux liquides coulent à travers le monde, il est possible qu'ils débordent de leur vase. C'est une image qui n'est pas assez bonne, à mon avis, pour expliquer pourquoi aujourd'hui on est une époque particulièrement fragile. On est une époque fragile parce qu'il y a des flux de capitaux liquides gigantesques qui coulent à travers le monde.
et à une vitesse record. Donc que disent Kindleberger et Aliber? Ils disent que les causes communes à toutes les crises sont d'abord une politique monétaire laxiste accompagnée d'une déréglementation ou d'une libéralisation des flux des capitaux. C'est assez simple, mais c'est important à retenir. Et donc ils ont toute une terminologie et donc ils développent certaines idées sur la phase spéculative. Ils disent voilà, la psychologie des investisseurs pendant la phase spéculative, des idées comme on ne peut pas se permettre de rater le coche, il faut investir avant que les prix n'augmentent et que tout devienne trop cher. L'illusion qu'on est dans un nouveau monde, dans un nouveau modèle, comme pendant la bulle de .com. L'anticipation de plus-value à court terme. On achète aujourd'hui, même si c'est cher, parce qu'on pense que les prix vont augmenter, on va pouvoir vendre à un prix plus élevé. Et donc pour un peu appuyer ces conclusions, ceci est un graphique du même article de Reinhardt et Rogoff. Vous voyez en rouge, c'est un indice de mobilité de capital, de libéralisation des flux de capitaux. Donc c'est un indice qui va de 0 à 1. Et à droite, vous voyez une autre version du graphique que je vous ai montré tout à l'heure, l'incidence des crises. Et vous voyez en fait que le graphe rouge et bleu sont corrélés. Donc ce qui m'amène maintenant à la crise de subprime de 2007-2008. Je vais tout d'abord, pour faire comme j'ai fait pour les crises précédentes, m'attarder un peu sur ce qui s'est passé avant la crise de 2007-2008, donc l'expansion de crédit avant la crise, la croissance de la titrisation, la croissance des prêts subprime, et ensuite je vais développer un peu plus le déroulement de la crise et très très rapidement les réponses à la crise. Donc, le déroulement de la crise, elle a commencé en 2007, l'été 2007. Elle a donné lieu à une première faillite déguisée de Bear Stearns au printemps 2008, et suivie par la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, et suivie d'une intervention extraordinaire des banques centrales et de renflouement massif dans les différents pays. Donc l'avant-crise d'abord, ce schéma résume assez bien comment une politique laxiste peut mener lieu à une bulle spéculative dans l'immobilier et à une croissance du crédit, à une expansion du crédit. Donc vous voyez en rouge, c'est le taux d'intérêt d'un ménage sur un prêt hypothécaire, sur un prêt immobilier. Donc le taux était au début des années 90, au fin des années 80, était à plus de 10%. Et ce que vous avez en bleu, c'est le pourcentage des ménages qui sont propriétaires aux États-Unis. Donc ce pourcentage assez élevé déjà, 64% au milieu des années 80. Et donc vous voyez que l'augmentation du pourcentage des ménages qui deviennent propriétaires assez forte, et elle est en fait produite par une baisse du coût du crédit. C'est aussi simple que ça. Donc il y a eu un endettement très large des ménages qui pouvaient emprunter des sommes de plus en plus importantes à des taux d'intérêt de plus en plus bas. Et à côté de ça, vous avez eu le même phénomène, l'endettement des banques d'investissement ou les banques de marché. Donc qui est passé ici, les numéros que vous avez là, 15, 20, 25, 30, ce sont des multiples de la dette, des multiples du capital détenu. Pour $1 en capital d'une banque, il y avait, pour certaines banques, $33 en de dette. Un endettement colossal.
qui fragilise évidemment énormément les banques, puisque vous vous rappelez le mécanisme que je vous ai donné, il y a cette séparation de maturité des actifs de long terme et des passifs de court terme. Donc une toute petite augmentation du taux d'intérêt à court terme, quand on est endetté comme ça, on devient très vite insolvable. Et voilà un résumé de la croissance des crédits subprime. Hein, donc vous avez la courbe en rouge foncé qui donne la proportion, le pourcentage des prêts subprime sur tous les prêts immobiliers. Donc évidemment c'était 0 en 1994 et c'est monté à plus de 20% en 2006 et 2007. Alors il faut bien voir les prêts subprime, il faut voir ce que ça veut dire. Prêt subprime, un prêt typique, disons par exemple pour l'année 2006, c'est un prêt, vous allez à la banque, vous dites j'ai une maison que je voudrais acheter ou un appartement que je voudrais acheter, mais je n'ai pas de fonds disponibles, j'ai 0 d'épargne. Je voudrais un emprunt 100% pour acheter cet appartement ou cette maison. Et vous n'avez pas d'historique, vous êtes capable de gérer une dette aussi colossale. Vous n'avez pas de documentation que vous avez des sources de revenus stables. Et la banque vous octroie le prêt. C'est un prêt subprime. Alors, c'est quoi la logique? La logique, c'est que la banque, elle se dit, peu importe si l'emprunteur est capable de rembourser ce prêt, puisque j'anticipe que les prix vont continuer à augmenter, les prix immobiliers, et donc dans 2 ans, et le prêt est structuré de cette manière-là, dans 2 ans, souvent les taux sont très faibles au début, et puis augmentent au bout de 2 ans. Et donc j'anticipe qu'au bout de 2 ans, les remboursements d'intérêts seront tellement élevés que le ménage ne sera pas capable de faire face à ces remboursements. Donc que va faire le ménage? Le ménage va faire un nouvel emprunt, encore plus gros, puisqu'évidemment l'actif a augmenté en valeur. Et avec ce nouvel emprunt, va me rembourser sur mon ancien emprunt. Donc tant que j'anticipe que les prix augmentent, que donc de nouveaux emprunts plus larges seront disponibles, je n'ai pas besoin de prêter attention aux sources de revenus dans l'emprunteur. Ça, c'est des prêts subprime. C'est assez extraordinaire. Et évidemment, ça a donné lieu à ce qu'on a vu. En particulier, ça a donné lieu, ce phénomène s'est développé grâce à la titrisation. Donc, je voudrais passer un peu de temps sur la titrisation. D'abord expliquer comment ça marche, et ensuite poser la question de est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Alors, la titrisation, d'abord pour vous rendre compte de la taille de ces marchés. Cette figure résume assez bien la croissance et puis l'arrêt de la titrisation avec la crise. Donc pour pratiquement toute cette catégorie de différentes couleurs, la titrisation s'est pratiquement arrêtée et continue à être non existante même aujourd'hui. C'est une source de financement qui est énorme qui a disparu pour les banques. Donc ce que vous voyez en la première couleur, là, ce sont les prêts immobiliers, en particulier subprime, qui sont titrisés. C'est la catégorie la plus importante, les prêts immobiliers des ménages. En vert foncé, vous avez les prêts commerciaux. C'est assez important aussi. Ensuite, vous avez les prêts de crédit automobile, les cartes de crédit, les prêts pour les études, etc. Donc on a commencé à titriser de plus en plus. Et ce sont des sommes énormes. Vous voyez sur la gauche, là, donc ce sont des flux. C'est en termes de flux en 3 mois.
Donc en 3 mois, par exemple, au sommet de la titrisation, on avait de l'ordre de 300 milliards d'actifs qui étaient titrisés sur une période de 3 mois. Des sommes considérables. Je ne vous ai pas montré le graphique ici, mais pour vous donner un ordre de grandeur, la titrisation représentait pratiquement la moitié des sources de revenus des banques au sommet de la titrisation. C'est-à-dire que la moitié des revenus venaient de la titrisation et l'autre moitié des déposants. Donc c'est considérable. Alors comment marche la titrisation? Alors au départ, on a quelque chose de très simple, ce qui est, voilà, on a un prêt qui est initié par une banque et qui est détenu par un investisseur. L'investisseur peut être un déposant dans la banque ou un actionnaire de la banque ou quelqu'un qui détient des obligations de la banque. Ça, c'était le monde, c'est le monde qui existe dans la plupart des pays. C'est le monde qui existait aux États-Unis il n'y a pas longtemps, un monde très simple. Mais on est passé d'un monde très simple à un monde très compliqué. Alors d'abord, on a séparé les banques qui émettent les prêts, donc qui sont à l'origine du prêt, et les banques qui gèrent la créance. On a séparé les deux. Ensuite, on a mis tous ces prêts dans des pools qu'on a mis hors bilan. Donc ce sont ce qu'on appelle les conduits ou les SIV. Ça veut dire Structured Investment Vehicle. Ce sont en fait des coquilles, si vous voulez, qui détiennent des actifs, des prêts, et qui sont ce sont des entités juridiques complètement indépendantes des banques. Donc hors bilan. Et donc après, ces prêts étaient utilisés comme hypothèque pour émettre des créances hypothécaires qui étaient notées par les agences de notation. Donc déjà là, on a pas mal d'acteurs. Bon, on peut rajouter à ça ce qu'on appelle le credit enhancer, je n'ai pas trouvé le terme en français. Et c'est quelqu'un qui investit dans ces pools, dans ces conduits, pour augmenter la fiabilité des actifs, des actifs qui sont dans ces conduits. Donc Credit Enhancer, qui ça peut être? Ça peut être un hedge fund, ça peut être un assureur d'obligations, j'ai quelques mots de plus à dire tout à l'heure, ou ça peut être la banque à l'origine du prêt. Donc ça dépend selon les circonstances et l'évolution au cours du temps. Déjà là, ça devient assez compliqué. Alors maintenant, ce qui est encore plus compliqué, c'est quand on voit, donc déjà on a tous ces acteurs, après il faut voir comment les flux se font. Alors, bon, le prêt, donc le titre, si vous voulez, il transite par la banque au départ, dans le pool, et va dans le conduit, et puis est partagé par l'investisseur final. Ici maintenant, ça peut être un fonds de pension, ou l'investisseur final peut être un fonds de pension, ou une banque étrangère. Donc ces titres ont été distribués dans le monde entier. Et une partie, évidemment, est détenue par le Credit Enhancer, qui peut être un de ces 3 acteurs. Donc ça, c'est déjà assez compliqué. Mais se rajoute à ça l'autre complication, qui est comment tout ça est géré. Alors là, donc cet investisseur, à la fin, là, donc, prenons un fonds de pension français, qui détient une de ses créances hypothécaires. Donc il faut verser à cet investisseur des intérêts réguliers. Alors d'où ils viennent ces intérêts? Eh bien, ils viennent de l'emprunteur initial, du ménage initial, qui verse ce qu'ils doivent payer à la banque qui gère le prêt. La banque qui gère le prêt, donc envoie cet argent dans le conduit, qui ensuite le verse à l'investisseur final. Mais évidemment, il y a aussi le Credit Enhancer. Ça serait magnifique si on pouvait s'arrêter là. Problème, c'est que
souvent, quand on émet ces créances hypothécaires, on n'a pas assez de fonds pour pouvoir payer les premières tranches d'intérêt. Et donc, on fait intervenir les SICAV monétaires. Et alors, les SICAV monétaires donc, font un prêt à court terme, reçoivent un titre, une créance en échange. Et vous voyez déjà où on en est. C'est extrêmement compliqué et je ne vous ai pas tout dit en plus. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'un système de ce type? Alors, pourquoi titriser? Alors, il y a plusieurs arguments qui ont été avancés. Il y a 3 bons arguments que j'ai mis en italique et un mauvais argument, qui est souvent avancé par les banquiers. Ça, c'est un peu dommage. Donc, premier bon argument, la diversification du risque. Alors, la diversification du risque, elle est réelle. Est-ce qu'on peut prendre des prêts hypothécaires dispersés géographiquement et dispersés selon les caractéristiques des emprunteurs, des ménages emprunteurs? Cette diversification, elle a réellement lieu. Elle permet donc de réduire le risque vis-à-vis d'un prêt individuel, de défaut sur un prêt individuel. Donc ça, c'est un premier argument qui tient la route. Deuxième argument, c'est la distribution à des investisseurs de long terme. C'est aussi un argument important et juste. Et ceci a trait à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les fonds de pension. Les fonds de pension investissent beaucoup dans les créances hypothécaires. Bon, les fonds de pension, c'est aussi un nouveau phénomène des systèmes financiers modernes. Beaucoup plus d'épargne de retraite et maintenant une épargne par contribution qui passe par les fonds de pension. Donc les fonds de pension accumulent des liquidités et doivent trouver des endroits où placer cette épargne. Et donc il y a une demande pour des titres relativement sûrs, comme des obligations, des créances hypothécaires. Et donc il faut évidemment essayer de faire marcher cette épargne. D'où l'idée de titriser, donc qui est également un bon argument, une bonne motivation. Alors, troisième motivation, qui à mon avis est la plus importante, c'est que la titrisation permet, si elle est bien faite, elle permet d'aligner les maturités des actifs et des passifs. Donc elle permet d'éliminer un des risques principaux de l'intermédiation financière que je vous ai évoqué plusieurs fois. Le risque en termes de taux d'intérêt variable de court terme et taux fixe de long terme. Alors comment est-ce qu'on peut éliminer ce risque avec la titrisation? Eh bien, c'est très simple, on vend le titre une fois qu'il a été créé, une fois qu'on a fait le prêt. Donc en vendant ce titre, on obtient la valeur actualisée du prêt. Et cette valeur actualisée du prêt, après on peut l'investir au même taux d'intérêt que reçoivent les déposants. Et donc l'actif et le passif évoluent exactement de la même façon avec les taux d'intérêt. Donc on a parfaitement aligné l'actif et le passif. Ça, c'est qu'on s'est bien fait. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on a fait la titrisation. Et comment on a fait la titrisation? C'est la dernière raison qui est évoquée, c'est économiser du capital, économiser le capital des banques. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de garder les arrivées de fonds qui proviennent de la vente de ces créances, au lieu de les garder et de les investir à maturité égale avec les dépôts, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé cet argent pour faire d'autres prêts immédiatement. Donc en fait, c'est devenu un mécanisme pour augmenter l'endettement des banques. Donc ça a encore plus fragilisé les banques. Et c'est ça le problème de fond de la titrisation telle qu'elle a été pratiquée. Donc ceci m'amène maintenant au déroulement de la crise pour les 10 dernières minutes. Évidemment, on a tous lu ces événements dans les journaux, donc je peux me permettre d'aller un peu plus rapidement.
Donc vous vous souvenez, juin 2007, tout commence en juin 2007 avec la fermeture de 2 fonds spéculatifs de Bear Stearns liés au subprime. Juillet 2007, une des agences de notation, Moody's, baisse sa note sur 400 créances hypothécaires. Malgré cela, le 19 juillet, l'indice Dow Jones atteint son record, plus de 14 000 points. Enfin, en Europe, fin août au courant du mois d'août 2007, la banque BNP Paribas annonce sa suspension de 3 fonds liés au subprime. Et après, les choses s'accélèrent. Ça a été vraiment un déclic. Peu après, il y a eu une demande de liquidité énorme de la part des banques. Et là, on peut remercier le rôle très proactif qu'ont joué les banques centrales. Les banques centrales ont très vite compris qu'il y avait un problème et surtout la Banque centrale européenne, sont intervenues très rapidement avec des injections de liquidités énormes. Donc, au courant du mois d'août 2007, par la suite, la Fed est intervenue et la Banque du Japon. Ça n'a pas empêché la panique sur Northern Rock en Grande-Bretagne de se produire en début septembre 2007, et puis ensuite la fermeture. Et alors, ce qui a provoqué l'accélération de la crise au courant de l'été 2007, ça a trait à cet indice. Alors cet indice, l'indice ABX, qui a été introduit, vous voyez, en début 2006. Donc c'était introduit très tard. C'est un indice, donc c'est une compagnie, vous voyez, Market Partners, qui collecte les prix de vente dans le second marché des créances hypothécaires. Et après, créer un indice. C'est un indice qui est publié une fois par mois. Et vous voyez, au début, aucun problème. Donc, les différents indices sont traits aux différentes tranches et à différentes notations. Donc, WB, c'est un des exemples, c'est une notation assez faible. Donc, ça concerne les créances subprime. Vous voyez, donc, jusqu'au mois d'avril, excusez-moi, 2007, cet indice n'a pratiquement pas bougé. Et après, il a commencé à baisser. Ce qui s'est passé, c'est que vous vous souvenez ce que j'ai dit à propos de la crise de 87. Eh bien, cet indice a joué un peu le même rôle coordinateur, l'introduction de cet indice, que l'introduction du marché à terme sur l'indice S&P 500. Ça a permis aux gens d'essayer de s'assurer en prenant des positions à découvert de vente sur l'indice. Ça a provoqué la baisse des prix sur l'indice, et donc ça a donné un signal aux gens que peut-être qu'il y avait un problème. Et donc les gens ont commencé à vendre leurs créances subprime, et ça a provoqué, en fait, non seulement ils ont commencé à vendre les créances subprime, mais en plus, les banques, elles utilisaient ces créances pour obtenir des crédits à court terme. Elles utilisaient ces créances comme collatéral pour obtenir des crédits à court terme, des crédits repos. Et il est arrivé un moment, au courant du mois d'août, où les banques ont refusé ces crédits repos. Donc tout d'un coup, les liquidités, une source de liquidité très importante a complètement disparu. D'où le besoin de se retourner sur les banques centrales. En fait, une grande partie de la crise subprime, c'est une crise sur le marché interbancaire. C'est des banques qui ont refusé de se prêter entre elles. Donc on se reposait sur une source de liquidité à court terme très importante qui a cessé d'exister. Après, les choses se sont détériorées dans le courant de l'hiver 2007. Donc, des annonces de pertes gigantesques. Vous pouvez voir les chiffres pour UBS, par exemple, annoncé 18 milliards de pertes. Première annonce qui a suivi plusieurs autres. On voit des institutions, parmi les plus grandes institutions de prêts immobiliers aux États-Unis, comme Countrywide, qui sont en faillite, reprises par Bank of America, qui ensuite a créé des problèmes énormes pour Bank of America.
Et puis, il y a eu ce phénomène de crainte de faillite des assureurs d'obligations. Donc, ce fameux assureur d'obligations qui assurait les titres subprime. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, que faisaient ces assureurs? Simplement, ils vendaient un swap qui les obligeait à faire un paiement en cas de faillite d'une de ses créances hypothécaires. L'avantage de cette assurance, c'est qu'on pouvait après avoir une notation élevée de la part de Moody's et S&P, donc le triple A. Le problème, c'est que s'il y a beaucoup de ces créances qui font faillite en même temps, est-ce que ces assureurs ont le capital nécessaire? Ces assureurs n'avaient pas le capital. Ces assureurs eux-mêmes étaient notés par les agences de notation. Et, chose importante, si on baissait la note sur un de ces assureurs, automatiquement, on baissait la note sur tous les produits qu'ils assuraient. Donc un effet de propagation incroyable. Et vous voyez là donc deux des plus importants assureurs, MBAC et MBIA, vous voyez la chute de leurs actions dans le courant de 2007-2008. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des assureurs qui ne sont pas réglementés. Ces assureurs, moi je n'en avais jamais entendu parler avant la crise. Je crois que très peu de gens connaissaient leur existence. Des assureurs qui, au départ, avaient un marché très circonscrit, qui était d'assurer les obligations municipales, les bons municipaux. Bon, les municipalités, la probabilité qu'elles fassent faillite est négligeable. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de capital pour pouvoir faire cette assurance. Mais ce n'était pas très rentable comme marché. Donc ils se sont déplacés vers un marché plus juteux et assurer les créances hypothécaires sans réglementation. Et ça a créé une fragilité fondamentale dans le système financier. Là, vous voyez la liste des pertes qui s'accumulent au cours du printemps, l'hiver et le printemps 2008. Heureusement, les banques françaises relativement épargnées, peu touchées. Et finalement, on arrive en mars 2008 avec la faillite de Bear Stearns, et ensuite une intervention quand même chirurgicale presque à propos de Bear Stearns. C'est un des grands succès de la Fed américaine et du Trésor américain, l'intervention de Bear Stearns. Jusqu'au moment où Bear Stearns a été vendu et acquis par JP Morgan, il y avait beaucoup d'incertitudes dans les marchés. Il y avait beaucoup de volatilité, il y avait des taux d'intérêt très élevés dans le marché interbancaire. Une fois qu'on a annoncé que Bear Stearns était repris par JP Morgan, tout s'est calmé. Moins de volatilité, les marchés se sont calmés. Donc ça a été vraiment interprété comme un grand succès de la part de la Fed. Donc le principal événement après mars 2008, ça a été la mise en faillite de IndyMac, un autre grand prêteur prêt immobilier par la FDIC. Ça n'a pas fait de vague. La nationalisation au début du mois de septembre de Fannie et Freddie. Donc ce sont deux institutions, Fannie et Freddie, ce sont deux institutions semi-publiques qui ont joué un rôle très important dans la titrisation des prêts prime. Donc les prêts de emprunteurs de bonne qualité, si vous voulez, sont titrisés, les prêts immobiliers sont titrisés de manière, c'est une routinière, et sont titrisés par Fannie et Freddie en particulier. Mais évidemment, les subprimes ont une contagion des subprimes vers le marché prime. Elles ont été touchées et elles ont été insolvables. Donc effectivement nationalisées en septembre 2007. 7 septembre 2008. Même l'annonce de cette nationalisation n'a pas eu d'effet important sur les marchés. Alors le prochain grand événement, évidemment, c'est la chute de Lehman Brothers, 15 septembre. Alors là, une semaine incroyable. La semaine du 15 septembre, je crois qu'on s'en souviendra longtemps. Donc le même week-end, on annonce que Lehman est en faillite, a été déclaré en faillite,
et que Merrill Lynch, dont on avait relativement peu parlé jusqu'à ce moment-là, a été repris par Bank of America. Donc on apprend le même soir, le dimanche soir, que donc il n'y avait pas une institution qui était en difficulté, mais deux très grandes institutions. Ensuite, lundi matin, on apprend qu'une SICAV qui détenait beaucoup d'obligations de Lehman était en difficulté et n'était plus solvable. Et là, ça a créé une panique sur le marché des SICAV. Et ensuite, dans le courant de la journée du lundi et du mardi, on a appris qu'il fallait sauver AIG. Et donc, une incohérence complète. On laisse mettre en faillite Lehman Brothers et 2 jours plus tard, on rend flou AIG. Et donc là, plus personne n'a rien compris. Et donc il y a eu une panique qui n'aurait pas dû avoir lieu en principe. Bon, je pense qu'on peut dire avec confiance aujourd'hui que de lâcher Lehman, ça a été une très grosse erreur. Ça n'aurait pas dû avoir lieu, ou certainement pas dans ces conditions. Et je vous conseille, évidemment c'est en anglais, mais un article absolument excellent dans le New Yorker qui vous donne le compte-rendu heure par heure de ce qui s'est produit ce week-end, ce fameux week-end. C'est très, très, très instructif. Bon, tout se termine évidemment après le rachat de Wachovia par Wells Fargo et finalement le vote au Congrès d'une somme de 700 milliards de dollars pour sauvegarder le système financier américain. Et ici, voilà la réaction de la bourse du Dow Jones en l'espace d'un mois. Un autre graphique qui explique assez bien la panique qui a été créée par Lehman. Vous voyez, donc en bleu, vous avez la différence entre le taux LIBOR, c'est le taux interbancaire, et le taux directeur de prêt des banques centrales jour en jour. Et quand ces différences augmentent, quand cet écart augmente, c'est un signe que le système bancaire il y a beaucoup d'incertitudes et que les banques ne veulent plus se prêter entre elles. Où il faut des taux d'intérêt élevés pour accepter des prêts entre elles. Alors vous voyez déjà, il y a eu une augmentation. Et en rouge, c'est le même écart, mais c'est le taux interbancaire en Euribor et le taux directeur euro. Alors vous voyez, jusqu'à septembre 2007, il y a pratiquement, c'est négligeable cet écart, pratiquement zéro. Et alors ça commence à augmenter en août-septembre, et ça reste assez élevé, mais pas trop élevé. Vous voyez que ça baisse, donc il y a deux sauts, et ça rebaisse 1,3. Donc ça c'est après la sauvegarde, après la reprise de Bear Stearns, les marchés se sont calmés. Et sont restés calmes, relativement calmes, tout au long de l'année 2008 jusqu'à la faillite de Lehman. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de l'historique des crises financières récentes et l'origine de la crise actuelle? C'est d'abord une bulle spéculative dans l'immobilier, et en particulier c'est une classe d'actifs particulièrement importante qui donne lieu à des crises de très grosse ampleur. Et en particulier l'immobilier est important parce que les bulles dans l'immobilier sont accompagnées souvent d'une expansion du crédit et d'un endettement excessif. Et c'est tout naturel, c'est simplement, tout le monde a besoin d'un appartement, d'un toit où vivre. Donc quand les prix commencent à augmenter,
c'est la panique. Tous les gens qui n'ont pas accès à la propriété se disent mais je ne vais jamais arriver à m'acheter l'appartement que je veux. Et donc on accepte finalement d'emprunter plus. Et pourquoi est-ce qu'on accepte d'emprunter plus? Parce que tout le monde dit ben oui, mais les prix vont continuer à augmenter. Donc c'est vraiment une source d'instabilité particulièrement dangereuse. Bon, il y a la fragilité du modèle shadow banking dont je vous ai parlé. Et puis je voudrais terminer les mauvaises régulations et influences politiques. Et ceci est très important parce qu'il faut bien voir qui sont les régulateurs. Alors, bon, pour la crise actuelle, pour vous donner un exemple d'un régulateur qui a joué un très mauvais rôle, c'est la SEC ou la SEC aux États-Unis. Donc la SEC était responsable pour la régulation des banques d'investissement. Donc vous vous souvenez, je vous ai montré les banques d'investissement, leur endettement quelquefois était 35 fois leur capital, ou 33 fois leur capital. La SEC était censée réguler les 7 grandes banques d'investissement américaines. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005? En 2005, la SEC a remplacé une réglementation très simple où il y a un ratio maximum d'endettement. On ne peut pas emprunter plus que 15 ou 20 fois son capital. C'est déjà assez élevé. Elle a remplacé cette réglementation relativement simple par une nouvelle réglementation de Bâle, le Bâle 2. Donc les banques d'investissement américaines étaient les premières à expérimenter avec cette nouvelle réglementation. Alors Bâle 2, il n'y a pas de limite à l'endettement, du moment que les actifs que l'on achète avec l'argent emprunté sont considérés comme étant sûrs, à faible risque. Le problème, c'est qui c'est qui va décider que ces actifs sont à faible risque? Alors comment ça marche? Comment Bâle 2 marche? Eh bien, ce sont les banques elles-mêmes qui ont des modèles de risque. Donc elles évaluent elles-mêmes la valeur de leurs actifs à risque, donc les 5, le value at risk, quelle est la proportion des actifs qui risque de baisser de plus de X% au cours des 6 prochains mois, par exemple. Les banques elles-mêmes évaluent donc ce risque et elles le soumettent au régulateur. Alors, qui était le régulateur à la SEC? Donc, il faut bien voir que les banques qui créent ces modèles, ce sont des dizaines d'employés. C'est des statistiques très compliquées, des données gigantesques. Donc, quand elles viennent avec leurs estimations, c'est du travail. C'est pas facile de voir ce qu'elles font. Bon, combien de personnes il y avait à la SEC pour estimer ces modèles? Il y avait 3 personnes. Donc la SEC, visiblement, n'avait pas pris les choses au sérieux. Donc, une mauvaise régulation, c'est une chose très importante à retenir. Donc, mauvaise régulation dit quels sont les incitants des régulateurs et pourquoi est-ce que les régulateurs souvent ferment les yeux face à des risques pris, comme par exemple aujourd'hui, on sort de la crise. Mais comment est-ce qu'on sort de la crise? On sort de la crise parce que, par exemple, toutes les bourses mondiales ont fortement augmenté les 6 derniers mois. Donc évidemment, si les banques détiennent des positions longues sur ces titres, évidemment, tout d'un coup, leur capital paraît plus sain. Elles ont l'air de se renflouer. Mais qui c'est qui dit que ça va durer, cette hausse de prix des actions? On ne sait pas du tout. Par ailleurs, les banques, elles empruntent de manière gigantesque, elles jouent à fond sur ce qu'on appelle le carry trade. Elles empruntent en dollars. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt en dollars sont pratiquement zéro maintenant. Et puis, elles investissent dans d'autres devises. Et ça, c'est formidable, parce qu'on emprunte à zéro, et en plus, le dollar baisse. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la Fed va augmenter les taux d'intérêt?
il y a un risque qu'un certain nombre de banques seront pris de court. À nouveau, où sont les régulateurs pour dire aux banques, attention, vous prenez trop de risques. Donc, il faut se poser cette question. Quels sont les incitants des régulateurs? Quelles sont leurs compétences? D'autant plus que les régulateurs ne sont pas indépendants, vraiment, ne sont pas véritablement indépendants. Les régulateurs sont mis en place par les politiciens. Et les politiciens eux-mêmes, qui c'est qu'ils écoutent? Aux États-Unis, les politiciens, leur préoccupation première, c'est d'être réélus. Alors comment est-ce qu'ils vont être réélus s'ils obtiennent des financements de leur campagne politique? Qui c'est qui finance leur campagne politique? C'est les banques, en grande partie. Donc les politiciens, ça ne les arrange pas, tout au moins individuellement, d'aller dire, voilà, les banques, attention, vous prenez trop de risques, on doit être plus strict avec vous, on doit vous imposer des limites. Alors qui c'est qui devrait jouer ce rôle? Eh bien c'est nous, c'est le public. Mais on n'est pas organisé, on n'a pas d'institution pour dire, voilà, ou des mouvements, même les partis politiques ne sont pas suffisants pour dire, voilà, il faut faire quelque chose. L'opinion publique n'est pas suffisamment organisée pour faire contrepoids. C'est ça le problème auquel on fait face aujourd'hui. Donc il faut à la fois résoudre un problème technique de régulation et un problème politique.